Raisonner en adulte pour laisser un monde meilleur à nos enfants. C'est un peu ce qu'on nous enseigne depuis la nuit des temps et c'est bizarrement ce que l'on faisait de moins bien depuis des décennies. On a consommé puis reconsommé, on a arrêté d'apprendre à réparer, on a acheté vite des choses qui venaient de loin puis on les achetait presque aussi vite. Pensez-vous que ça y est, qu'on ait fait le tour de la question? Assistons-nous à notre propre sursaut. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Sylvain Waserman, le président de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise énergétique. Son obsession ? C'est principalement de faire baisser l'empreinte carbone de la France. Je suis certain que, comme moi, vous voulez savoir où on en est. Alors bienvenue dans ce nouveau numéro de Dixit. Bonjour Monsieur Waserman. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ces bureaux de l'ADEME, en région parisienne. Vous êtes le patron de l'ADEME depuis un peu plus d'1 an maintenant. Pardonnez-moi d'ouvrir si large, mais on en est où? Et est-ce qu'on est dans nos objectifs, dans vos objectifs? Alors, merci d'abord de cette opportunité d'échanger. On en est où de la transition écologique? Écoutez, je voudrais commencer par du résultat. Ouais. Parce qu'en fait, on est arrivé dans une nouvelle ère de la transition écologique. C'est une ère que les entreprises aiment bien, que j'aime bien en tant qu'ancien dirigeant d'entreprise. C'est une ère où on a des objectifs chiffrés, des indicateurs, des programmes, on suit et on peut Tout paraît clair. avoir des indicateurs chiffrés sur la transition écologique. On est passé d'une ère des visionnaires qui avaient des discours et qui avaient un rôle à jouer, à une ère de la gestion des programmes d'action, de l'indicateur qui chiffre l'impact des résultats, de l'efficacité carbone de l'euro investi, c'est-à-dire quand j'investis 1 million d'argent public, combien de tonnes de carbone ça économise. Bref, on est dans cette ère du résultat. Et les résultats sont que en 2023, pour la première fois, la France a atteint ses objectifs de décarbonation. Formidable. Pour donner quelques chiffres, on a un jalon de 270 millions de tonnes Ouais. en 2030. Ça ne parle pas trop aux gens, mais ça veut dire 4 à 5% de réduction par an. L'an dernier, on a fait 5,8%, donc Ouais. on a atteint ces objectifs. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que dans les logiques de mobilisation des citoyens, des entreprises et des collectivités, dans l'effort inédit qu'a apporté l'État, mais aussi qu'apportent les collectivités, les acteurs régionaux notamment, les collectivités territoriales, dans le mouvement de fond du monde économique de décarbonation, il y a de l'action et donc il y a des résultats et ces résultats sont tangibles et mesurables. Alors le chemin est difficile, le chemin est long, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a à peu près 10 000 raisons de baisser les bras à chaque obstacle. Ouais. Mais en réalité, il faut aussi célébrer les succès et il faut aussi reconnaître quand la France, dans sa globalité, réussit à atteindre ses objectifs en décarbonation. Et franchement, ça n'a pas beaucoup émergé dans le débat public et dans le débat médiatique de dire « Et au fait, bravo, on a atteint nos objectifs. L'an dernier, on a atteint nos objectifs. » Donc, il faut continuer cette dynamique-là, encore une fois, sans naïveté, avec la conscience de la difficulté d'année en année d'atteindre ces objectifs, mais il faut célébrer les succès. Alors, célébrer les succès, vous n'êtes pas sans savoir que je vais être positif, les caisses de l'État ne sont pas remplies. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça n'avait pas échappé. Comment on décarbone la France sans argent? Alors, d'abord, il faut dire que les moyens de l'ADEME ont été à un niveau inédit ces dernières années. On a fait x4 en 4 ans. On a ce qu'on appelle un budget incitatif, un budget propre. On a aussi France 2030, un volet qui investit des milliards d'euros sur notamment la décarbonation. Ouais. On est en charge de 2,5 milliards d'euros qu'on instruit, qu'on travaille pour le compte de tout ça. L'ADEME, c'est un opérateur de l'État, donc nous, on est à une juste place. On doit garantir que chaque million d'euros qu'on nous confie nous permet de faire 2 choses, soit de décarboner massivement avec l'efficacité du carbone, que j'ai tout à l'heure, l'efficacité carbone de l'euro investi, mais aussi de travailler sur des thématiques comme par exemple des thématiques d'économie circulaire qui sont absolument majeures pour notamment des notions de souveraineté tout autant que de transition écologique, pour par exemple augmenter la part des produits recyclés dans les productions, pour travailler sur ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, qui du coup sont en charge maintenant de l'élimination de leurs déchets et du bout en bout en quelque sorte, à la fois pour diminuer les volumes de déchets, à la fois pour augmenter le recyclage. Donc grosso modo, il faut bien garder à l'esprit que l'ADEME doit être le garant de cette efficacité de l'utilisation de l'argent public. Après, on est à notre juste place, il faut
faire confiance au gouvernement et au Parlement pour avoir ce rôle de vigilance. D'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que les amendements des parlementaires pour garder notamment le fonds chaleur, qui est un fonds important Ouais. pour nous, d'infrastructures, d'énergie renouvelable dans les territoires notamment, il a été remonté pour être conservé au niveau actuel. Je ne sais pas ce que donnera la fin, mais la fin de l'histoire, puisque ça va se terminer en décembre pour le vote du budget. Mais je sais une chose, c'est que quand l'argent public est rare, il faut le mettre là où il est le plus efficace. Absolument. Et donc, là où il est le plus efficace, c'est des objets comme le fonds chaleur, 36 € la tonne. C'est vraiment une efficacité maximale et qui est stable au cours du temps. Et deuxième chose, qu'on ne peut pas sacrifier des sujets de long terme à des contingences de court terme. Donc, la lucidité, c'est de dire, si je n'investis pas aujourd'hui, quel sera le coût de l'inaction? Et en fait, toutes nos études montrent, et pas seulement les miennes, j'étais avec le gouverneur de la Banque de France il y a 3 semaines, On en parle. ces études montrent aussi que le coût de l'inaction est supérieur à ce que représente l'investissement aujourd'hui pour éviter les problématiques de demain. Donc voilà, à la fois la lucidité de distinguer ce qui relève d'un coût, qui soit conjoncturel ou structurel de moyen terme, d'un investissement. Quel est le problème d'un investissement? C'est que si on le fait, c'est que c'est de l'argent bien placé. Absolument. Et c'est vrai pour tout décideur économique. Ça ne doit pas être une perte. Ouais. Et du coup, le non-investissement, donc l'inaction en ce qui nous concerne, ça a un coût, et on le montre, qui pèse lourd en point de PIB négatif, qui pèse lourd en conséquences. Donc bref, il faut que la lucidité de nos gouvernants, notre Parlement, notre gouvernement nous permette, et la ministre fait un travail exceptionnel. C'était la bonne ministre au moment. Ah, franchement, bon voilà, moi c'est ma ministre de tutelle principale. Peut-être vous pouvez dire un mot sur la tutelle de l'ADEME. Il est sous tutelle de... Alors, essentiellement, l'écologie Ouais. et la recherche. C'est ça. Voilà. Et donc Agnès Pannier-Runacher, elle a une maîtrise des sujets, et c'est un bonheur parce que il faut bien comprendre que sur ces sujets-là, il faut quand même rentrer dans le fond des sujets pour pouvoir les porter. Et Agnès, notamment sur le fonds chaleur, qui est un des combats emblématiques qu'elle a pris sur ses budgets, sur l'exercice budgétaire 2025, et ben, elle a été toujours très engagée sur cette thématique-là. Donc effectivement, c'est la bonne personne parce qu'elle non seulement elle en maîtrise les éléments, mais voilà, elle a le courage aussi de porter une parole qui est de dire ne confondons pas le coût court terme et la dépense et l'investissement de moyen terme. J'aimerais, M. Wesermann, qu'on parle un petit peu de nos entreprises, qui sont importantes pour nos téléspectateurs et nos lecteurs, et particulièrement de la directive CSRD. Et je crois que vous avez signé récemment un deal avec la Banque de France, et j'aimerais que vous en disiez 2 mots. Je vais vous en dire 2 mots absolument avec grand plaisir. Je voudrais d'abord vous dire quelle a été la vision de l'ADEME sur le monde économique il y a 5 ans. Il y a 5 ans, nos ingénieurs se sont dit, je n'étais pas encore à l'ADEME à l'époque, moi je suis là depuis 1 an et demi en fait, ils se sont dit, un jour ce qui va compter sur le marché, c'est pas tant l'objectif de décarbonation, c'est pas tant l'objectif qu'on annonce, que la crédibilité de notre plan de décarbonation. Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est crédible? Parce que sinon, tout le monde annonce qu'on sera plus vert que vert en 2035 ou 2040, mais jusqu'où c'est crédible? Et donc, nos ingénieurs à l'époque ont inventé une méthodologie scientifique rigoureuse. Ils ont mis 3 ans pour développer ça, dont le but est de donner une note. Donc, c'est une note sur 20, une lettre et une tendance. Comme les DPE, 12B+, 12B+, pour dire, voilà on passe au crible le plan de décarbonation, dans les moyens, dans la gouvernance, dans le rôle des actionnaires, dans les niveaux d'analyse, et on donne une note. Pourquoi c'est important? Parce que tous les acteurs économiques sont soumis à plusieurs choses. D'abord, tous les grands groupes privés mettent de la pression sur leur fameux scope 1, 2, 3. Ouais. Vous savez, dont le scope 3 concerne les sous-traitants, donc mettre de la pression sur leurs sous-traitants. Il n'y a pas de raison qu'un grand groupe fasse des efforts sur son empreinte carbone et ne demande pas les mêmes efforts à leurs sous-traitants. Ouais. Et donc, j'étais d'ailleurs dans l'Orne, il y a le mois dernier, dans l'Orne, un verrier, une PME de verrerie, une grosse PME de verrerie, qui me dit, moi, mes clients du luxe, c'est 80% de mon chiffre d'affaires, m'ont écrit en me disant, au fait, nous, on est décarbonés en 2030. Et vous sera? Non, ce sera avec vous ou sans vous. Et donc, pour ce patron de PME de verrerie, c'est pas un sujet qu'on traite après la fin du codir quand on a 3 minutes. Non,
c'est un sujet existentiel. C'est au cœur de sa stratégie. La décarbonation, c'est plus un sujet connexe pour faire bien. C'est plus pour gagner un petit marché de plus. C'est juste une question existentielle. Donc ça, c'est le premier fait qui se porte. Le deuxième, c'est que tout l'achat public aura des clauses dès 2026, des clauses environnementales obligatoires. Donc il faudra bien distinguer entre deux entreprises qui vous disent je serai plus vert que vert en 2040, laquelle est la plus crédible. Ok. Troisième point, les financements, y compris les institutions bancaires, flèchent de plus en plus leur financement sur des entreprises de projets vertueux. Et puis, dernier point quand même que je mets dans votre radar. Personne ne sait aujourd'hui quel sera le cours du carbone dans 5 ans. Et personne ne sait combien coûtera de continuer à produire une tonne de carbone dans votre processus industriel. Donc, un chef d'entreprise, j'ai été patron d'entreprise, j'ai présenté des matrices de risque à mes actionnaires. Aujourd'hui, un chef d'entreprise industriel, une PME, une grosse PME industrielle, une ETI, qui a un processus assez carboné, en fait, elle rajoute de l'incertitude dans son business plan. Bien sûr, elle était habituée à gérer le cours du gaz naturel sur les marchés, ok, mais là, elle va devoir gérer l'incertitude en plus du coût du carbone. Ah ouais. Et ça peut mettre à plat des business plans. Et donc, toutes ces raisons font qu'aujourd'hui, il y a évidemment une nécessité de décarbonation, presque une course à la décarbonation. C'est saisissant de voir dans l'année dernière passée le nombre d'entreprises qui, de toute façon, ont basculé. Ils ne sont plus en train de se demander ils ont basculé. Ils sont sûrs. Et pour ces raisons notamment existentielles que je disais tout à l'heure, n'oublions pas que la France a un avantage concurrentiel énorme, c'est que l'électricité est quasiment complètement décarbonée. Avantage concurrentiel énorme par rapport à une PME allemande ou polonaise. Ça concerne aussi les grands groupes internationaux. Je suis un peu bavard, mais c'est vraiment le temps parce que c'est au cœur du sujet. Bien sûr. Vous prenez un grand groupe international. Vous prenez Stellantis. J'ai changé avec Stellantis à Mulhouse. Il me dit, pour avoir une nouvelle chaîne de production, en fait, c'est un appel à projet interne. Et puis tous les pays de Stellantis répondent en disant moi je réponds, je peux prendre, etc. Il y a une espèce de concurrence interne pour dire qui va prendre cette nouvelle activité. Ils se créent leur propre concurrence. Exactement. Ils ont un avantage incroyable, c'est que quand un groupe comme un constructeur automobile veut investir 50 millions d'euros pour sa décarbonation, quand on passe du gaz à l'élec, par exemple, sur un site de production, quand on le fait en France, vos 50 millions, ils sont 100% efficaces parce que vous arrivez sur de la production 100% décarbonée. Si vous le faites en Allemagne, il n'est plus que 75% efficace. Si vous le faites en Pologne, il n'est plus que 40%. Donc un avantage concurrentiel. Donc un avantage concurrentiel, y compris dans des grandes structures internationales. Tout ça pour dire que nos ingénieurs de l'époque se sont dit ce qui va compter, c'est, comme les plans de décarbonation sont pluriannuels, c'est la solidité, la crédibilité des plans de décarbonation. Ils ont développé une méthodologie qui s'appelle ACT, Accelerating Carbon Transition. Et cette méthodologie, c'est ça qui a fait l'objet de la convention avec la Banque de France. Elle est en 2 parties. Acte pas à pas pour vous aider à construire votre plan de décarbonation, ça c'est 12-18 mois. Et puis acte évaluation pour avoir cette note, c'est un audit de 3 jours et ça vous permet d'être évalué sur la solidité de ce plan. Qu'est-ce qu'on a fait ? La Banque de France a évalué toutes les méthodologies qui existent dans le monde. Ils ont pris celle de l'ADEME, pas pour nous faire plaisir, je vous garantis. Parce qu'elle était sérieuse. Parce que était sérieuse et c'était celle qui leur paraissait le plus convaincante. Ils ont fondé leurs indicateurs climat sur 3 des 9 modules de notre méthodologie. Et donc, la convention, c'était un peu l'aboutissement de plusieurs années de travail avec eux pour dire, c'est la méthodologie qu'on reconnaît. Il nous a même, alors c'est avec le gouverneur de la Banque de France, c'est pas souvent dans sa vie qu'on signe le gouverneur, parce que c'est évidemment quelqu'un qui, en toute indépendance, gère des enjeux énormes et en prise directe avec l'ensemble du monde économique. Et donc, on a signé cette convention, qui est une convention d'expertise, où nous, on va former leurs cadres, on va aussi avoir des actions mutuelles dans nos gouvernances, nous, de leurs indicateurs climat et eux, de notre méthodologie ACT. Donc, on arrive sur un niveau de coopération. Et franchement, l'échange, on a passé 1h30 avec le gouverneur qui avait une très fine connaissance de la méthodologie ACT, une très forte conscience des enjeux, et qui s'apprête d'ailleurs à faire des publications assez fortes sur le coût de l'inaction dont on parle. Oui, on parle. Donc voilà, cette convention, elle dit ça. Et mon message au monde économique, c'est aujourd'hui, quand la CSRD va vous imposer beaucoup de choses, notre méthodologie, elle est full compatible avec la CSRD. Elle est à 83% aujourd'hui, mais elle le sera compatible. Ça veut dire que tout l'investissement que vous mettrez en termes de temps pour une méthodologie comme ACT, il est directement récupérable pour toute la partie climat de la CSRD. Donc,
Mon message au monde économique et aux entreprises françaises, c'est utiliser l'avantage concurrentiel que vous avez, qui n'est pas forcément dû à votre talent, c'est dû à la politique stratégique de la France. Et L'État-providence. donc, ils n'ont pas Très fort. forcément le réflexe de le prendre. Et je finis avec une anecdote. Parce qu'ils ne le savent pas. Mais ils le savent, mais ils ne le conscientisent pas. Ok. Je donne un exemple tout simple. Une superbe entreprise s'appelle Pelin Castet, un dirigeant qui est vraiment génial. Ça fait 18 ans qu'on l'accompagne. Il fait quoi? Il fait des machines de guidage optique laser pour les centres de tri de déchets. Ok. Ça fait 18 ans qu'on l'accompagne. Il est maintenant numéro 2 mondial. C'est une petite PME. Il est numéro 2 mondial avec des machines incroyables dans des centres de tri. Bon. Je lui dis, mais au fait, tes machines, tu les fabriques en France. C'est très électro-intensif. Ton concurrent numéro 1, il est allemand. Est-ce que tu expliques à tes clients qui, du coup, l'installent dans des centres de tri qui font l'objet de délégations de services publics avec des collectivités qui s'intéressent au climat? Est-ce que tu leur dis que ta machine est 100% décarbonée? Celle de ton concurrent, elle est fabriquée au charbon. Et il me dit, écoute, ça fait 18 ans que je travaille avec vous. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et donc, il est rentré dans Act et il s'est dit, bah tiens, je vais en faire un avantage concurrentiel, un discours marketing fort pour dire, attends, il y a une réalité objective de l'impact carbone et de l'empreinte carbone, utilisons-le, c'est à portée de main. Mais comme c'est pas dû au talent de l'entrepreneur en lui-même, il finit parfois par oublier cet avantage concurrentiel qu'il a pourtant à portée de main. On va laisser quelques secondes le monde de l'entreprise pour s'intéresser à nous, hommes et femmes. On essaye de faire tous un peu. On le voit autour de nous, nos familles, nos copains, tout ça. On essaye de mettre dans les bons bacs, on essaye toutes ces choses-là. Et moi, il y a quelques temps, je vous ai entendu sur un plateau parler de quelque chose que je ne connaissais pas, pour être tout à fait honnête, qui s'appelle nos gestes climat. Ce truc-là, et je le dis, simple, facile. Exactement. Ça prend très peu de temps. Ça pointe immédiatement. Alors, pas mal ou bien, mais ça pointe l'instant T. Parlez-nous-en un petit peu. Je vais vous en parler. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez déjà fait des régimes. Mais quand vous faites un régime, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par monter sur la balance pour connaître le T0. Et en fait, on est tous sensibles au climat et on est tous, comme vous le dites, on fait des choses. On prend conscience, on essaye. Et moi, mon message donc à vos téléspectateurs, c'est de dire, écoutez, commencez par monter sur votre balance carbone. Allez voir combien vous pesez. Et nosgestesclimat.fr, qui est un outil de l'ADEME, c'est quoi? C'est une façon de prendre conscience dans nos gestes du quotidien, dans nos déplacements du quotidien, dans les choix de vie qu'on fait, dans l'alimentation qu'on a, de voir un peu le poids carbone qu'on fait. La consommation de vêtements. Voilà, la consommation de vêtements. Donc de voir son poids carbone. Le poids moyen d'un Français, c'est 8-10 tonnes. On va dire 10 tonnes pour simplifier. Et en fait, ce que je dis et mon message, c'est qu'une fois qu'on a joué avec un peu tout ça, donc au lieu de regarder votre série Netflix préférée ce soir, investissez 1 heure de votre temps, 1h30 de votre temps, et ça fait 2 épisodes de 45 minutes, ça peut attendre ça, et regardez ça. Et dites-vous en toute objectivité, voilà combien je pèse. Et du coup, ça vous permet de simuler aussi au fait, tiens, je sais qu'il fallait que je me remette au vélo. Tiens, au fait, la viande 2 fois par semaine, ça me suffit. Exactement. Pas mal pour ma santé finalement. Tiens, mais tel sujet, bon, les petits week-ends de 4 jours en avion, finalement, c'est peut-être pas plus très dans l'air du temps. Bref, quand on regarde tout ça, quand on fait son empreinte, de pouvoir choisir librement les 10 premiers pourcents qu'on veut faire. Moi, je crois améliorer le changement un peu de 10%. En fait, je crois que le changement, si vous pesez 10 tonnes, vous savez, il y a les ateliers de tonnes, c'est un très bel exercice, l'atelier de tonnes, qu'il faudrait faire. Mais si vous pesez 10 tonnes et que je vous regarde dans les yeux en disant, tu sais, tu pèses 10 tonnes, il faut que tu en pèses 2. C'est au-dessus de mes forces, quoi, c'est trop. Commençons par les 10%. Et pourquoi c'est important, les 10%? Parce que je faisais le petit calcul que vous avez peut-être entendu, justement, auquel vous faisiez référence. Chacun pèse 10 tonnes. Donc 10% de 10 tonnes, ça fait 1 tonne. Mais on est 58 millions de Français. Ça fait 58 millions de tonnes. C'est la moitié de l'objectif qu'on a pour 2030. C'est la moitié de ce qui nous manque pour en faisant juste un petit geste. En faisant un petit effort, alors voilà, en le volontaire, en choisissant, en faisant cet effort-là, en le mesurant, en montant sur sa balance, et on se dit, finalement, si on a les moyens de changer sa chaudière pour une Pâques, si on a les moyens dans ces évolutions de style de vie, si on fait ce choix-là, on fait la moitié du chemin qu'on a à faire pour 2030. Et 2030, c'est dans 6 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, c'est très rapide. Mais franchement, ça montre que finalement, la transition écologique, c'est aussi à portée de main. Et je voudrais vous donner un autre exemple.
parce qu'il est tellement saisissant. Mhm. Je sais pas si on a déjà entendu parler de mes gels douche, mais ça, c'est mon sujet préféré du jour. Vas-y. C'est peur qu'on J'ai aille. été voir les équipes, j'ai été voir mes équipes, je me suis dit, mais bon, il faut trouver quelques trucs qui parlent aux Français. Ouais. Et quand je vais faire mes courses au supermarché le samedi matin, j'achète du gel douche. Enfin, j'achetais du gel douche. Mm. Et en fait, je me dis, pourquoi acheter une bouteille de plastique avec 90% ou 95% d'eau dedans, me trimballer tout ça en plus au passage, Mm. et 5% de produits actifs, plutôt que d'acheter un savon. Et je me suis dit, tiens, mais si on faisait tous ça, et bien si on achetait tous du savon au lieu du Solide à l'ancienne, quoi. ça ferait 185 millions de bouteilles en plastique tous les ans en moins. Ça ferait 10 tours Eiffel de bouteilles de plastique en moins. 10 tours Eiffel. Et en fait, je me dis, vous voyez, ça caractérise les choses. C'est-à-dire que si on dit, mais finalement, prenons conscience des choses. Ça, c'est rien. C'est Prenez un petit geste. conscience de l'ample. Il n'y a personne qui va devenir malheureux parce qu'il prend du savon au lieu de gel douche. Et pour autant, ça pèse 10 tours Eiffel de bouteilles de plastique tous les ans, rien qu'en France. Et je rajoute ça avec le shampoing solide. Et c'est juste pour vous montrer que des petits gestes comptent. Et notre prochaine campagne, vous savez qu'on avait une campagne qui s'appelait les dévendeurs. Oui, absolument. Ben, notre prochaine campagne, c'est le dévendeur, mais qui va insister sur chaque geste compte. Sur chaque geste compte. Et on va passer du message un peu décoiffant au message toujours avec ce personnage qu'on aime beaucoup. C'était super. Mais ce message qui est de dire, attends, chaque geste compte. Finalement, c'est à portée de main. Donc faisons ce geste. Moi, je peux le dire aux gens qui nous regardent, je l'ai fait, ce test-là. Et en fait, là où c'est brillant, c'est que ça pointe les choses où on est plutôt pas mal, Ouais. les choses où on n'est pas terrible. Moi, par exemple, je me suis aperçu qu'un truc sur lequel j'étais pas terrible, en fait, j'étais convaincu que j'étais bien, moi. Ah ouais, c'est ça. Ouais, Et c'est ça. quand on pointe ce truc-là, on dit, bah là, faire un effort de 10%. Oui. Juste là. Mais oui. Et vous voyez, moi alors c'est mon côté optimiste peut-être, mais je fais confiance à la capacité de nos concitoyens de se prendre en main, de choisir. Mon exemple du gel douche est tellement anecdotique, mais tellement Ouais, mais la drôle. belle, ça parle. Ça parle, tu vois, les 10 tours Eiffel de plastique. Donc, vous voyez, de faire confiance aux gens, pour qu'ils fassent leur choix, pour qu'ils se disent ces 10%, je vais les atteindre parce que finalement, c'est mon job aussi d'y participer. Et puis du coup, vous savez, nos citoyens, chacun d'entre nous, on travaille dans une entreprise, ou on travaille dans une organisation, donc le sujet de notre décarbonation et celui de notre entreprise, c'est un peu lié. Et puis tiens, si on fait des efforts, on va pas comprendre que notre entreprise n'en fait pas. Ouais. Et puis, donc tout ça est une logique vertueuse. Je suis très sensible au sujet démocratique de la liberté et du curseur de la liberté. Vous m'entendrez jamais dans aucune de mes approches être moralisateur ou donneur de leçons. C'est pas mon Les bonnes sujet. notes, les mauvaises notes. Mon sujet, c'est de dire chacun peut se prendre en main, chacun peut agir, chaque geste compte et on peut avoir du Vous faites résultat. confiance. C'est à portée de main. Mm. Il faut faire confiance, mais il faut savoir créer cet élan de Ouais. mobilisation et c'est à nous de le faire. Alors, un des très forts enjeux de notamment la loi AGEC, ce sont nos collectivités. On en parlait un petit peu plus tôt. J'ai noté quelque chose d'assez fou. Le montant de la commande publique s'élèverait à 10% de notre PIB, soit à environ 2,7 milliards. C'est pas rien. Ce levier-là, est-ce qu'on est en train de l'activer? Alors, absolument, et d'ailleurs les collectivités ne nous ont pas attendu pour ça. Ouais. La transition écologique, elle sera territoriale ou elle ne sera pas. Et je disais, vous savez, pour être président de l'ADEME, il faut passer un oral auprès des parlementaires qui votent en fait, à bulletin secret d'ailleurs, c'est un moment très solennel. Et je leur disais, vous savez, les lois que vous votez à Paris, bien sûr, elles sont importantes, mais ce qui compte, ce qui fait qu'un projet va naître ou pas, ce qui fait qu'un acteur économique va s'en saisir ou pas, ce qui fait que les élus seront derrière ce projet ou pas, ce qui fait que les citoyens vont l'accepter ou pas, tout ça, ça se joue sur le territoire. Et en fait, ce qui fait que le projet réussira ou échouera, c'est sur le territoire que ça se joue. Et partant de là, je voudrais vraiment insister sur le fait que nous, on estime qu'une décision de la transition écologique sur deux dépend d'un élu local, Ouais. au sens où ils ont non seulement un rôle à jouer, mais un rôle d'impulsion à jouer. Donc, on travaille énormément avec les élus locaux. Alors moi, j'ai été ancien maire de village. J'ai été président d'une petite Comcom. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé à l'ADEME, je me suis dit, oh là là, si j'avais su tout ça quand j'étais maire, qu'est-ce que ça m'aurait aidé? Une petite commune de Et 700 habitants, je crois, ou 800. Ouais, ça, 800 Une habitants. magnifique commune, Ouais. Sonnheim, qui a un marché de Noël absolument fantastique en Alsace, il faut aller le voir. Mais vous voyez, ce sujet, il est important parce que quand je suis arrivé à l'ADEME, du coup, je me suis dit, comment on fait pour ouvrir au maximum? On a créé un réseau qui s'appelle Élus pour agir, où je leur ai dit, OK, j'ai vécu la vie de maire surchargée, etc., qui a envie de faire des choses sur son territoire.
J'ai vécu ce truc où vous faites plein de projets bien, mais vous n'avez pas forcément l'impression de travailler sur la transition écologique de votre territoire de façon rationnelle, organisée, etc. Il y a des outils pour ça. Mm. Il y a même des financements sur les choses. Il y a des prises de conscience à prendre. Il y a des façons de penser qui vous permettent de... Et du coup, qu'est-ce qui va faire qu'à 21h30, à votre conseil municipal de Quatzenheim, quand vous dites bon, allez, pour la planète, on va planter 50 arbres, quel va être le gars qui va vous dire ah, au fait, il faut planter les arbres du climat de dans 20 ans. Il faut peut-être pas faire ce qu'on fait depuis 10 ans avec notre équipe. Ouais. Quand vous dites, tiens, j'ai 100 000 euros à injecter dans ma salle des fêtes, celui qui va dire, attends, tu veux refaire l'isolation du toit, mais est-ce qu'il faut décarboner la source d'énergie ou est-ce qu'il faut isoler? J'ai eu un truc là avec l'ADEME, je vais regarder. Ou alors, quand on dit, pour nous, la sobriété, c'est un point important, quand on dit il faut une salle pour les associations, Ouais. et qu'on se dise, ouais, mais attends, l'école, elle est libre le soir à partir de 17h, elle est libre le week-end. Est-ce que c'est pas justement le moment où les associations en ont besoin? Est-ce qu'on peut pas remettre le sujet sur la table pour C'est pas du bon sens même. des sujets d'organisation? Parce que bien sûr, les enseignants vont pas aimer, mais est-ce qu'on peut pas trouver des modes d'organisation qui permettent de mutualiser tous ces réflexes-là de la transition écologique? C'est ça qu'on vit, c'est ces clés de décryptage. Et on a dans ce réseau qui regroupe 3200 élus maintenant qui nous ont des sessions qui sont toujours sur le format suivant, des experts qui parlent pas du sujet en théorie du dérèglement climatique, mais de concrètement qu'est-ce que ça veut dire pour mon territoire. Deuxième moment, c'est des partages d'expériences d'élus. On n'est que entre élus, c'est-à-dire qu'il n'y a que des élus, il n'y a pas ni de presse, ni de caméra, ni même les équipes techniques. Donc, on peut dire entre nous, entre élus, ils peuvent dire entre eux, pardon, entre élus, ils peuvent dire ça j'ai réussi, ça c'était compliqué, ça je suis pas tout à fait satisfait. Donc Sans regard derrière moralisateur. on peut se parler entre élus en confiance. Et la troisième partie, c'est ce qui est à disposition, que ce soit des outils de méthodologie, que ce soit les outils numériques, que ce soit des subventions. Bref, le pire étant qu'un village n'ait pas conscience qu'il a quelque chose à portée de main qui soit juste fait pour lui et qu'il n'avait pas connaissance. Donc tout ça fait que on croit que le rôle des élus est absolument essentiel. Et c'est pour ça qu'on investit du temps et de l'énergie pour ouvrir au maximum. Moi, j'aime beaucoup le terme de clé de décryptage. Ce n'est pas des formations qu'on fait. On leur met dans leur radar, on donne des clés pour décrypter, et après, on fait confiance aux élus pour avoir cette capacité à se dire, attends. Ça, je vais creuser un peu parce que je sens que ça peut être un sujet important et que ce soit sur la gestion des canicules, que ce soit sur le bâti public et son empreinte carbone, que ce soit sur les énergies renouvelables, on a à chaque fois essayé de donner ces clés de décryptage sur des séquences de webinaires notamment, qui sont relayées en région par nos directions régionales. On est présent dans 27 villes de France. Et donc, on a une forte couverture du territoire. Donc voilà, on croit que les territoires... Alors, c'est évidemment mon passé de maire de village, bien sûr. Oui, mais c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes efficient à ce poste-là, c'est que vous avez eu les mains dans le cambouis. En tout cas, j'ai vécu ça et franchement, un maire n'a pas à m'expliquer la difficulté de sa mission. Je la vois, je l'ai vécu. Alors, c'était pendant 10 ans, donc c'est suffisamment pour se rendre compte des choses. Et à la fois, je vois le fantastique potentiel d'engagement citoyen. Vous savez, j'en pouvais plus quand j'étais parlementaire d'entendre « Oui, mais c'est pas rationnel, il y a 35 000 communes. » Mais 35 000 communes, c'est un maire, c'est un conseil municipal et c'est des personnes bénévoles. Pour ceux qui ne sont pas le maire et les adjoints, et puis les indemnités des maires et adjoints sont très raisonnables. Donc, qui sont bénévoles dans le conseil municipal et qui sont juste engagés, des citoyens engagés, qui travaillent sur le territoire, qui vont piloter des projets. J'aimerais qu'on cible deux chapitres importants, parce qu'on vient de vivre encore des événements, et en Espagne, et dans le sud, chaud, froid, feu, eau. Maintenant, ça devient de plus en plus courant. Quelque chose qui plaît beaucoup à nos lecteurs et ceux qui nous regardent, le rafraîchissement urbain et l'urbanisme. J'entends celui d'aujourd'hui et celui à venir. Quel est le regard du président de l'ADEME sur ces deux sujets ? Alors, on a beaucoup de sujets d'études et d'expertise sur le sujet. Vous savez, l'ADEME, je ne l'ai pas dit, mais l'ADEME, c'est 2 missions. Il y a une mission pour accélérer la transition écologique, avec des financements, avec l'ingénierie, avec l'accompagnement. Et puis, il y a une mission d'analyse, d'expertise, pour essayer d'éclairer, d'inspirer la décision publique. Donc, à ce titre-là, on a des ingénieurs qui travaillent sur ces sujets-là. On a même 150 chercheurs qui travaillent sur ces thématiques-là. Sur les enjeux d'urbanisme, en fait, la ville et le centre-village, la place du village,
l'ensemble des sujets d'urbanisme, ils sont extrêmement, extrêmement impactants sur la façon dont la ville s'adapte, dont l'environnement s'adapte. On a lancé des travaux sur les canicules et sur la façon dont un maire de village ou un maire de ville peut travailler sur la chaleur. Il faut savoir, et ça c'est un point qu'on n'a pas souvent dans le radar, et une caractéristique des canicules, c'est que ça frappe surtout les gens les plus défavorisés. C'est-à-dire que vous vivez dans un logement mal isolé, etc., qui peut atteindre 42 degrés dans votre logement. C'est plus vivable, sauf que c'est les gens qui n'ont pas de résidence secondaire, qui ne peuvent pas aller se prendre un week-end à la fraîche, qui ne peuvent pas vivre ça. Et donc, on a des situations de bouilloire thermique, on a des situations d'urbanisme sur lesquelles on peut agir. Et on a conçu un outil, si le sujet vous intéresse, qui s'appelle Plus fraîche ma ville, qui est pour moi très bien fait et qui illustre comment on peut mettre à disposition des élus des pistes de réflexion. C'est toutes les typologies d'actions qu'on peut avoir. Une sorte de boîte à outils. De boîte à outils, mais à chaque fois avec une expérience concrète pilotée par un élu, les éléments de financement, y compris de recherche de financement, les éléments de budget, les éléments de procédure pour les mettre en œuvre. Parce que bien sûr, on pense tous à planter des arbres, mais il y a beaucoup plus que ça. Bien sûr, on pense aussi à la débitumisation des cours d'école. Ce qui semble être le point. Bien sûr, c'est des points majeurs. Mais vous savez, le jeu des couleurs, j'étais à Toulouse avec le maire de Toulouse et on a fait le tour ils sont très actifs. On a signé une convention sur Plus fraîche ma ville avec Toulouse. Les couleurs, les jeux des couleurs, la façon dont on gère la circulation urbaine, évidemment, les véhicules, la place du véhicule en centre-ville, tous ces sujets sont des sujets qui participent au rafraîchissement. Et franchement, on peut avoir des résultats qui sont incroyables. Moi, je veux vous dire, vous faites un test, vous prenez un bout de bitume classique et un bout de bitume peint en blanc, vous mettez la main dessus, et vous sentez à la main qu'il y en a un qui est brûlant et l'autre pas du tout. Et en fait, c'est juste très symbolique, mais ça montre concrètement qu'il y a des actions précises qu'on peut avoir pour limiter les espèces de bouilloires urbaines qu'on va avoir, bouilloires thermiques qu'on va avoir dans nos centres-villes. Et également, le mode d'habitation peut changer, parce qu'aujourd'hui, on le voit, habiter à deux dans un pavillon de 400 mètres carrés, ça a presque plus de sens. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Il y a l'usage, il y a aussi, je vous rappelle, les matériaux biosourcés. Il y a des choses extraordinaires qui se passent sur l'innovation en matériaux biosourcés, sur l'usage, comme vous le dites. En tout cas, vous savez, maintenant, il y a des théories sur la ville du quart d'heure, sur comment on évite les déplacements pour avoir les outils clés, les services clés à côté. La fameuse walkability, je crois que ça s'appelait. Oui, absolument. Bon, il y a plein de dénominations. Mais je crois que cette conception de l'urbanisme, cette façon de concevoir la vie en société, dans une ville d'abord, dans des territoires ruraux qu'il ne faut pas oublier. L'ADEME, si vous prenez une carte de nos projets, c'est très réparti sur tout le territoire et on y tient d'être présent dans les territoires et de travailler avec l'ensemble des territoires. C'est notre force, c'est notre signature, c'est notre ADN. Mais quand on voit ça, on se dit, franchement, là aussi, les élus ont un rôle déterminant à jouer. Il faut leur donner des clés de décryptage. Bien sûr, il y a toujours le sujet des moyens financiers, mais ce n'est pas toujours que des sujets de moyens financiers. On arrive aussi à faire des choses intelligentes, pragmatiques et qui portent du résultat. Donc, encore une fois, vous y croyez, vous êtes optimiste sur ces sujets-là, et en tout cas, vous mettez toute votre énergie à avancer là-dessus. On va aborder un dernier point, qui sont les nouvelles technologies. Alors, attention, parce que là, ça m'intéresse doublement, parce que ce que j'aimerais savoir, c'est le patron de l'ADEME, il se penche forcément vers les nouvelles technologies, puisque c'est la clé et c'est l'avenir. Je voudrais savoir les choses les plus folles que vous avez déjà sourcées, qui vont arriver, qu'on va avoir nous demain sur le terrain. Et il se trouve que ce matin même, avant de venir vous rencontrer, je lisais que, eh bien, le numérique, vous l'aviez aussi un petit peu dans le viseur ces derniers temps. Comment, nous, on n'est pas technosolutionnistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne croit pas qu'on peut rester les bras croisés en attendant que la technologie résolve tous les problèmes. En revanche, on croit dans l'innovation et on investit dans l'innovation. Au travers du programme France 2030 notamment, c'est 3 milliards d'euros sur plus de 1000 projets, 1116 projets exactement, qui ont été accompagnés des projets d'innovation. Là-dessus, il y a des trucs bluffants. Alors, je parlerai d'IA et de numérique juste tout à l'heure, mais il y a des choses bluffantes. Ça va être
des voiles qui permettent sur des tankers de bateaux de diminuer 20% de la consommation, ce qui est énorme. Ah ouais. Ça va être des imprimantes 3D pour construire des maisons. Mhm. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais Ouais, j'ai déjà vu. saisissant. Ouais. Ça va être, enfin, il y a 1000 innovations et ça va être des innovations de géostockage pour que on puisse capter l'énergie solaire thermique l'été, la capter dans le sol et la restituer l'hiver, avec des sujets de géothermie de surface qui sont du coup très efficaces, qui permettent d'avoir du frais en été et du chaud en hiver. Donc c'est, voilà, il y a une ébullition et franchement, la France est très puissante dans sa capacité d'innovation. Donc on croit dans ces innovations. Parfois, on y investit d'ailleurs. Oui, ouais. On les soutient en subvention, parfois en investissement, puisqu'on est aussi dans ADEME Investissement avec un opérateur pour le compte de l'État qui investit et prend des participations. Donc on croit dans l'innovation. Sur le numérique, franchement, depuis que je suis à l'ADEME, j'ai vu à peu près sur chaque sujet, vous savez qu'un de mes rôles, c'est d'essayer d'imaginer les solutions de demain. Et pour imaginer ces solutions, le numérique fait partie de tout. On est obligé. Près de tout. Je donne quand même quelques exemples extrêmement concrets. On a un sujet aujourd'hui d'optimisation des flux d'énergie chez nous et des dimensionnements des réseaux électriques. C'est un sujet un peu compliqué, mais pour le faire simple, tout le monde consomme en même temps et donc ça fait des pics. Et les pics, d'abord, c'est les plus destructeurs en termes de climat parce que vous produisez avec des énergies qui ne sont pas le nucléaire classique. Et puis, ça pose plein de problèmes parce que vous devez dimensionner votre réseau pour le pic. Enfin, du coup, ça donne des situations absurdes où vous surinvestissez dans des réseaux. Donc, il y a un sujet, c'est l'effacement. C'est comment on arrive à coordonner nos consommations. Et puis, finalement, c'est aberrant de mettre sa machine à laver en route au moment d'un pic d'électrique. Sauf que vous ne le savez pas. Ouais. Mais si RTE vous appelait en disant Pas maintenant. attends 1h30 là, tu dirais bah oui, ok, je vais attendre 1h30. Pareil pour charger ta voiture électrique. Sauf quand tu multiplies par le nombre de foyers français, si on a le numérique nous permet d'imaginer de gérer tout ça de façon numérique et de dire bah moi ma voiture il faut qu'elle soit chargée demain matin à 7h quand je pars au bureau. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Après que tu la coupes de 8h à 9h30 parce qu'il y a un pic, c'est pas mon problème. Donc cette intelligence-là de la data, cette intelligence du numérique, cette intelligence artificielle, du système réparti qui va optimiser les choses, il est extrêmement puissant. Il y a 1000 autres exemples, ce serait un peu long, mais il y a 1000 pour l'agriculture notamment, qui est un domaine où on peut absolument performer avec l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est le fantastique IT for Green, c'est le fantastique potentiel de la technologie numérique. Sauf que, il y a le revers de la médaille. Et le revers de la médaille, ce qu'on appelle le Green IT, c'est comment on limite le poids carbone qui peut être délirant du numérique si on n'y prend pas garde. Parce que l'IT, c'est une fantastique opportunité de transition écologique, mais c'est aussi l'envers de la médaille. Et l'envers de la médaille, c'est que ça peut être un dérapage incontrôlé sur l'impact carbone. Science sans conscience n'est que ruine de l'homme. On va vers ça. Exactement. C'est Rabelais remis au goût du jour. D'ailleurs, certaines études disent que le numérique a dépassé le poids du transport aérien dans l'empreinte carbone. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, mais peu importe, que ce soit cette année, l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais en tout cas, l'accroissement exponentiel du numérique fait que, et ce potentiel pour aider la transition écologique fait qu'on a d'autant plus la responsabilité de travailler sur ce qu'on appelle le Green IT, c'est-à-dire l'impact d'un numérique responsable. Pour ça, l'éco-conception, c'est quoi ? C'est une façon de concevoir vos applications et vos services numériques qui diminue l'impact. Je donne 2 exemples tout simples. Quand vous faites des flux vidéo, transmettre uniquement ce qui bouge sur une image plutôt que de retransmettre toute l'image, techniquement, ça n'a rien à voir en termes de volume de consommation de débit. Mais aussi l'obsolescence, c'est-à-dire que quand vous lancez une nouvelle appli, qu'on ne soit pas obligé de changer le hardware pour pouvoir bénéficier de cette appli. Et donc cette espèce de compatibilité ascendante avec les versions précédentes, qui évite 75% de l'empreinte du numérique, qui est le renouvellement du hardware, des téléphones et des téléviseurs en une certaine mesure. Donc, vous voyez, tous ces sujets-là d'éco-conception des services numériques fait qu'on s'oriente vers un label qui permettra de dire, tiens, cette appli, cette solution-là, elle est moins impactante, elle est plus responsable. Et on est en train de travailler sur l'IA, sur lequel ma conviction profonde, c'est que les IA françaises et européennes peuvent se différencier par rapport aux énormes GAFA. Le combat est inégal, mais il y a un point de différenciation, c'est d'ouvrir le capot de l'IA, d'accepter que nos ingénieurs, on a 20 ingénieurs sur le numérique,
regarde, avec des outils qui existent maintenant, la consommation de ressources de l'IA générative en phase d'entraînement ou en phase d'usage, Ouais. qu'on puisse mesurer cet impact-là et qualifier cet impact et quantifier cet impact. Un peu Et comme du vous le faites sur les sociétés. Exactement, c'est exactement le bon parallèle pour dire finalement cette IA, on peut lui donner une note On va le entre scorer. guillemets, on va le scorer et on va pouvoir objectivement dire qu'elle est plus respectueuse des ressources que telle autre. Et du coup, ça permet, parce que les GAFA nous ouvriront jamais Ouais. leur capot, Ouais, mais nous, on sait le faire. quand on raisonne sur, vous savez, l'achat public qui va être la clause environnementale obligatoire, il faudra bien distinguer une IA de l'autre. Et donc, on peut arriver à avoir des avantages concurrentiels. Et on espère, donc j'ai lancé un appel en avril avec la ministre Marina Ferrari à l'époque, ministre du numérique à l'époque. On a lancé un appel sur ouvrez votre capot. Permettez aux ingénieurs de l'ADEME de regarder dans le cœur du moteur pour qu'on puisse utiliser nos outils et évaluer l'impact et du coup rentrer dans une logique de différenciation de l'IA générative française, européenne sur ces critères de numérique responsable. De science avec conscience. Exactement. On touche je vous écouterai vraiment pendant des heures, mais on touche au but de cet entretien. J'ai peut-être quelque chose d'un peu plus personnel pour la fin. Je vous souhaite une vie longue et belle, bien entendu. En revanche, il y a fort à parier que vos arrière petits-enfants, vous ne les connaissiez pas. Et prenons un exemple de 2090 pour citer ça. Quel message vous pourriez donner à vos arrière petits-enfants sur le monde dans lequel nous, on a vécu et ce qu'on en a fait? Ouais, c'est une belle question qui pose bien le sujet de d'où est-ce qu'on va et à quoi on sert sur la transition écologique. Je leur dirais, vous savez ce qui a changé le monde, ce qui a permis qu'on bascule du bon côté de la transition écologique, c'est que même si à cette époque on avait 1000 raisons de baisser les bras, on avait 1000 raisons de se désespérer et de dire qu'on n'y arrivera pas, il y a quelques femmes et hommes engagés, il y a des chefs d'entreprise, il y a des élus locaux, il y a des pouvoirs publics qui se sont dit il y a un chemin à prendre, on va rentrer dans l'action, on va rentrer dans la mobilisation de tous ceux qui peuvent jouer un rôle. Et puis on va garder espoir, on va mesurer les résultats et on va y arriver. Et je crois que le message que je leur dirais, c'est on a basculé du bon côté parce qu'on a pu compter sur ces femmes et ces hommes pour se dire c'est à portée de main et on va réussir. Merci Sylvain Wasserman. Merci à vous. Gardons espoir, mobilisons-nous pour ensemble aller chercher ces 10 petits % d'efforts que nous pouvons toutes et tous atteindre facilement. C'était le message de fin de Sylvain Wasserman pour que nos arrière-petits-enfants profitent paisiblement du monde que nous avons réinventé. Ainsi s'achève ce nouveau numéro de Dixit. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et continuons à échanger.